Journée spéciale, le Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget sur BFM Business. BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir choisi BFM Business encore une fois ce soir et très heureux de vous retrouver pour Tech & Co, la quotidienne. Encore une fois, on a beaucoup de chance puisque nous sommes ici au Bourget à l'occasion du Paris Air Show. Vous savez que c'est un rendez-vous passionnant dédié à l'aéronautique, au spatial et à la défense qui a lieu tous les 2 ans. Et bien évidemment, le plateau de BFM Business est présent. Avec ce soir, comme invité exceptionnel, Bertrand Piccard, vous le connaissez, avec son tour du monde, avec son avion solaire, c'était il y a 10 ans, et son Solar Impulse. Il remet le couvert avec cette fois-ci un avion qui fonctionnerait à l'hydrogène. Alors ce n'est qu'en phase de test, mais il viendra nous présenter sa nouvelle aventure tout à l'heure. On débriefera aussi l'actualité spatiale avec Sandra Budimir tout à l'heure, associée fondatrice d'Expansion Ventures. Il y aura aussi Frédéric Simotel et Jean-Baptiste Huette. Et puis on imaginera l'aéroport du futur et l'avion du futur avec notre invité Sergio Colella qui est le président de CITA Europe. Voilà quelques-uns des sujets au menu de ce Tech & Co spécial donc au Paris Air Show ici au Bourget. Merci d'être là et bienvenue. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Et encore une fois, très heureux de vous retrouver ici, donc au Bourget, pour cette deuxième journée au Paris Air Show. Et vous le voyez, ces 2 belles fusées, c'est Ariane 4 et Ariane 5. C'est Jean-Baptiste Huette qui m'a dit ça tout à l'heure, parce que je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste. Il n'y a que JB qui a cet œil-là, ici à la rédaction de BFM Business. Tu en es sûr, JB, ou pas? Bonjour. Non, bonsoir. Je suis en train de regarder les images. Ah, zut. Alors, j'ai les spots dans la figure, donc je ne vois pas très bien ce qu'il y a sur l'écran de retour. C'est les deux fusées qui sont juste là derrière. Ce serait plus logique que ce soit Ariane 6. Oui. Ah, a priori, donc je pense je- qu'on a Ariane 6 oui, sur le c'est- côté et je sans doute confirme. effectivement Ariane 4. Je confirme que c'est 6. Mais c'est 6, hein, ouais, pour le coup, mais là je vois vraiment très mal. Voilà mais- un début d'émission un peu aléatoire, mais que voulez-vous, ça arrive. L'essentiel, c'est que ce soit Ariane et qu'on ne soit pas trompé totalement. Frédéric Simotel est avec nous aussi. Bonsoir Fred. Bonsoir François. Au Bourget. Et puis nous sommes ravis d'accueillir Sandra Budimir. Bonsoir Sandra. Bonjour. Vous êtes associée fondatrice d'Expansion Ventures, qui est l'un des principaux investisseurs européens dédiés en fait à l'aérospatiale et à la défense, aux côtés d'entrepreneurs Charles Becbédé d'ailleurs. Et vous allez un petit peu nous raconter votre présence ici, Avec le but plaisir. de votre présence ici, puis les tendances dans ce domaine de l'investissement du spatial et de la défense, qui est un sujet passionnant, bien évidemment. Peut-être d'ailleurs commencer par vous, parce que c'est intéressant. Hier, je recevais la startup Lookup, que vous connaissez bien, que vous investissez. Vous en avez d'autres. Hein. Il y a Aldoria, qu'on recevra aussi tout à l'heure, EOS Technologies, Ascendance, Latitude aussi. On connaît bien Stanislas Maximin, qui vient régulièrement dans Tech & Co. Quelles sont justement ces tendances aujourd'hui? Qu'est-ce qui est bankable dans le monde de l'aéronautique et du spatial? Vous vous spécialisez sur quoi exactement? Alors, Expansion Venture, c'est un fonds dédié aux startups early stage, donc du pré-seed à la série A, si vous êtes familier de ces tours d'investissement, de l'aéronautique, du spatial et de la défense, au sens large. Et nous, on a décidé d'investir sur cette verticale défense depuis le départ. D'accord. Donc ce qu'on voit effectivement aujourd'hui comme tendance, évidemment toujours les grands sujets de décarbonation, les sujets spatials au sens large, et la défense effectivement qui s'impose de plus en plus, que ce soit en termes de grands programmes, d'investissement, de start-up et de champs d'application pour toutes les autres start-up. Donc nous, Expansion Venture, on a closé ce fonds qui n'est pas l'un des principaux, qui est le plus gros. On est le plus gros fonds européen avec une vraie volonté de se dédier et d'investir dans des startups européennes dans le but de créer et d'accompagner nos champions européens. Donc avec ces 144 millions, on en a déjà déployé une quarantaine au travers de 23 participations. Vous en avez cité quelques-unes. On en a également à l'étranger. Et voilà. Donc, on a dit les drones, surveillance spatiale, des moteurs de petits satellites, l'IA militaire, bien évidemment, constellation technologique, on connaît bien, hein, avec ces petits satellites de télécom, et aussi les taxis volants avec Ascendance. Ça marche ou pas, ce truc-là? On a l'impression que on sort les rames, hein, sans mauvais jeu de mots.
Le taxi volant, il a plusieurs challenges. Il a des challenges technologiques et de safety et de sécurité, et donc de réglementation. Oui, certification, réglementation, etc. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu, j'ai l'impression. Exactement. Donc oui, c'est une réalité, mais oui, on y est. Technologiquement, on a craqué tout ce qu'il faut en termes de batterie, de distance et même en termes de sécurité. Donc c'est vraiment la régulation et l'acceptation par les populations qui fera le next step. Mais on le voit dans d'autres pays et dans d'autres régions du monde. Oui, la notamment Chine, Dubaï, je crois. Enfin, Dubaï, la Chine, ouais. les États-Unis aussi. Je crois qu'il y a des essais qui sont faits là-bas. Exactement. Ouais. Et Ascendance, quel est l'objectif en fait? C'est de proposer des transports de civils comme ça. Vous avez déjà, enfin, Ascendance a déjà un business plan? Ascendance, c'est aussi avant tout la propulsion hybride. Okay. Donc c'est vraiment lutter et se positionner sur la décarbonation de l'aéronautique, la motorisation hybride pour une aviation plus décarbonée. Et donc oui, sur l'aspect, le jet pourra être dronisé ou pas. Et en tout cas, on travaille déjà sur une version effectivement militaire de ce véhicule. Très bien, oui, parce que Fred et JB, c'est vrai que il y a 2 ans, c'était les drones qui devaient transporter des personnes. C'était la star, l'une des stars de ce salon. On se souvient de Volocopter. On se souvient aussi des perspectives des JO, parce qu'on disait, ben voilà, vous allez voir, pour les JO, tout sera prêt, il y aura des démonstrations, etc. Ça a mis un coup quand même, cet échec, on va dire. Ce qui est très intéressant, c'est que là, pour le coup, la technologie va beaucoup plus rapidement que la régulation. Les hélicoptères volants, enfin les taxis volants, on en parle maintenant quand même depuis 2, 3, 4, 5, presque 6 ans. Je sais que depuis maintenant plusieurs années, Airbus, chaque fois, lors du Airbus Summit, nous dit regardez, voilà notre dernier modèle, etc. Enfin, comme vous avez dit très justement, la technologie, elle est prête, ça fonctionne. Il y a eu des progrès incroyables dans la densité des batteries qui sont beaucoup plus performantes. Les hélices sont plus silencieuses. Enfin, le système, effectivement, fonctionne. Mais la régulation aérienne, spécifiquement européenne et française, c'est un véritable casse-tête ahurissant, quoi. Effectivement, on voit en ce moment en Chine de la livraison, par exemple des livraisons de pizza ou de n'importe quoi par drone, ce qui illustre quand même que leur espace aérien est beaucoup moins compliqué à utiliser que le nôtre. En France, quand vous voulez utiliser l'espace aérien, c'est un casse-tête sans nom. Il faut faire des déclarations à l'avance, il faut signer des papiers, il faut être en accord avec l'Agence européenne de sécurité aérienne, la DGAC évidemment. Et franchement, ça commence vraiment à décourager nombre d'investisseurs, et ça se traduit quand même aussi d'une manière un peu globale en Europe sur la santé, vous l'avez dit François, sur la santé de certains industriels. Volocopter, qu'on présentait il y a encore 1 an ou 2 ans comme l'incroyable entreprise qui était dirigée par Dirk Hokke, qui était l'ancien patron d'Airbus Defence and Space. Enfin, tout était... Il a mis la clé, il est parti, l'entreprise est au bord du dépôt de bilan. Donc effectivement, voilà, technologie, mais la régulation est en train de tout plomber, quoi. La régulation, puis comme on dit dans d'autres secteurs, c'est le besoin des clients aussi. Quel est le besoin des clients aujourd'hui? Donc savoir, est-ce qu'ils ont besoin de pour les taxis volants? Moi j'ai reçu le patron d'Ascendance là, dans l'une des émissions qu'on a faites ici. Oui. C'est vrai que lui travaille plus sur ce système de propulsion, donc en décollage électrique vertical, et puis ensuite propulsion avec des carburants, les nouveaux carburants, etc. Et aujourd'hui, il nous a dit qu'il aura un avion ici, parce que j'ai demandé sa perspective. Il dit d'ici 2 ans, on espère qu'on présentera notre premier avion ici, alors pour des cours de pilotage, des choses, et puis j'imagine des petits vols. Voilà. Après, ce type de système de propulsion, alors, je crois qu'il travaille déjà avec 6 ou 7 industriels aussi pour vendre son système de propulsion. Il ne s'agit pas de construire son propre avion, mais je pense que pour moi, il y a 2 choses qui me frappent ici. C'est qu'on commence à avoir des industriels qui regardent un peu plus ce que veulent leurs clients. Alors, je ne parle pas des gros, des Airbus et tout ça, mais les plus petits qui vraiment vont chercher les besoins et voient quels sont leurs besoins. Et puis surtout, il y a un défi aujourd'hui. On sent que les cycles industriels doivent être beaucoup plus courts. C'est-à-dire qu'auparavant, on disait, entre le moment où, alors je parle chez Airbus, au moment où j'ai en tête l'idée d'un avion et le moment où il va décoller ici, c'est 30 ans. Aujourd'hui, on sent que non, il faut aller beaucoup plus vite. C'est un peu comme le secteur de l'automobile d'ailleurs. Automobile, il faut réduire les cycles de mais comme par hasard, des gens de l'automobile, il y a tu en as parlé dans une des émissions précédentes, des industriels de l'automobile qui se rapprochent des industriels des drones. Enfin voilà, on voit tout ça parce qu'il faut un peu plus de massification. Ça réduit les coûts, on est plus rapidement sur le marché, et ça, que ce soit dans le civil
que ce soit dans le militaire, on voit la vitesse à laquelle les drones se sont construits pour l'Ukraine. Donc c'est ça, il y a un défi ici, c'est vraiment de raccourcir ces cycles industriels. Et d'écouter les clients. Et d'écouter le client, oui. Vous êtes d'accord, Sandra? Je suis complètement d'accord, c'est très intéressant ce que vous dites. Je vais me permettre de rebondir et de revenir justement sur le fonds Expansion Venture. C'est un fonds d'investissement, une société de gestion indépendante privée. Donc nous, on a un mécanisme de fonds d'investissement classique. On fait de l'aérospatiale défense, mais on a le même mode de fonctionnement, les périodes d'investissement de 5 ans, rendre le fonds avec une promesse au bout de 10. Et c'est possible aujourd'hui, et on peut lever des fonds et on peut investir. Pour tout ce que vous avez dit, réduction du temps des cycles de développement, c'est parce que pour rendre le fonds dans 10 ans, il faut qu'on ait investi et qu'on soit arrivé quelque part à ce moment-là. Sur les taxis volants, en tant qu'investisseur, quand vous voyez ce qu'on voit depuis quelques années, vous y croyez encore ou vous vous dites on l'a dit, la régulation, sans une régulation, on n'ira pas très loin. Là, cependant, ce en quoi je crois, c'est à ce phénomène d'augmentation des investissements, sans parler de réarmement, ici, ce n'est pas mon sujet, mais des technologies de défense. Ça peut être aujourd'hui un champ d'application pour ces entreprises-là. On l'a vu, on a parlé d'Ascendance. Le délégué général de l'armement, Emmanuel Kiva, est allé les voir. Il y a des discussions qui sont en cours. Ils sont sur le stand du ministère des Armées. Symbole, c'est pas neutre. Et donc on voit ce type de sujets-là qui peuvent peut-être permettre de continuer les développements et d'avoir des champs d'application à très court terme sur ces sujets-là. Sandra, puisqu'on parle de drones, il y a aussi un marché qui émerge et qui est notamment poussé par Amazon. C'est des drones qui livrent des colis. Est-ce que c'est un sujet que vous regardez, vous, de près ou de loin, ou vous laissez ça, on va dire, aux géants américains qui ont essayé d'avoir l'expertise et la logistique ? On regarde, d'ailleurs, même si on dit que les entrepreneurs sont peut-être découragés, il y a quand même on reçoit des dossiers sur ces sujets-là tous les jours, pas mal d'Allemagne d'ailleurs. Ah oui, parce que la logistique, c'est un créneau qu'ils aiment bien, et le transport en général. Pour l'instant, on n'y va pas pour ces sujets de régulation. C'est-à-dire de toute façon, même si demain, on n'estime pas que le marché est là. Très bien. On voit des choses. J'ai vu un projet qui s'appelle Wingcopter. Là, on voit des choses dans la simulation numérique, voilà, où on simule un peu ce type de drone. Mais effectivement, le côté, on parle de l'impact carbone, etc. Enfin, tous les avantages que peut avoir ce type d'appareil. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de développement, alors on en parle sur certaines zones en Afrique, peut-être où la réglementation sera moins compliquée à contourner ou à s'adapter à la réglementation plutôt. Mais voilà, ça reste des projets. On n'est pas encore à voir sillonner le ciel de drones pour nous amener notre badge ou autre chose. Sandra, l'objectif de votre fonds, c'est de créer justement quelque chose de pan-européen. Donc cette souveraineté qui est de plus en plus importante et on va dire capitale quand on voit un peu le contexte géopolitique. On a tout ce qu'il faut, nous, en Europe, pour se battre contre les géants à la fois chinois et américains, à votre avis, en toute sincérité. En toute sincérité. Ici, il y a évidemment des trous dans la raquette, il faut en parler aussi. En toute sincérité, on a tout ce qu'il faut et plus encore. Et je le dis d'autant plus, je suis très à l'aise avec ça. Nous, en tant que fondateurs et general partner, on met aussi notre argent sur la table. Oui, bien sûr, oui. Donc, c'est qu'il y a vraiment une conviction qu'il y a des marchés à prendre et qu'on va y arriver parce que ce dont on s'est aperçu ces dernières années, c'est quand même qu'il y a une vraie volonté politique. On est au Bourget. La première fois qu'on est venu avec des startups au Bourget, c'était en 2015. Elles étaient sous une tente avec quelques petits stands. Aujourd'hui, l'année dernière, il y a 2 ans, c'était Destinus qui venait avec son avion. Et des objets, on en voit de plus en plus. Donc, on voit bien que ces boîtes-là, elles sont là et elles sont intégrées dans l'écosystème. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on n'en voulait pas, très clairement. Airbus, Ariane se débrouillaient très bien par eux-mêmes. Aujourd'hui, ça y est, tout le monde travaille ensemble. Et effectivement, même au niveau des institutions, on a bien compris que pour accélérer, ce que vous évoquiez tout à l'heure, on a besoin de ces acteurs-là qui viennent un peu secouer le cocotier. Et donc aussi, on met en place des mécanismes d'achat.
qui permettent de répondre à ces cycles courts et donc de besoin de paiement et de passage de commandes courts. On le voit même au niveau des lanceurs, on a réussi à mettre en place au niveau de la Commission européenne un European Launcher Challenge, le ELC, qui va inviter tous les acteurs de cet écosystème, dont Latitude et les autres, à se positionner en consortium. Mais après, c'est la difficulté, je pense aussi, c'est de voir ces startups, quand on s'engage dans des industries comme celle-ci, où il faut avoir une capacité de stockage, de prévoir et tout ça. Donc il faut que ces startups, pour qu'elles passent à l'échelle, parfois, elles ont cette volonté de passer à l'échelle, mais elles vont avoir des cadences, enfin les industriels vont leur demander des cadences importantes. Et c'est là, je pense, où ça peut pêcher un peu, c'est-à-dire de dire, voilà, faut que vous ayez du stock, faut que, en même temps, vous continuez à produire, en même temps, il faut continuer à innover. Et c'est là où elles doivent être accompagnées. C'est extrêmement vrai ce que vous dites, c'est le passage à l'échelle, l'industrialisation, la maîtrise de la supply chain. Le manque d'une chip peut retarder complètement la livraison d'un démonstrateur et c'est la période critique dans laquelle sont la plupart de nos startups. Et là, je les invite à choisir très bien leurs investisseurs parce que l'argent, c'est bien, il y en a. Donc déjà, il y a des investisseurs qui sont intéressés pour investir sur ces boîtes-là, mais le smart money, c'est mieux. Et nous, c'est ce qu'on propose de faire, c'est d'être vraiment ce trait d'union, Expansion Venture, qui a la capacité et l'expertise technique pour bien les choisir et bien les aider sur ces sujets-là. C'est-à-dire vraiment peut-être qu'il faut faire des partenariats, peut-être qu'il faut parler pour produire des drones, peut-être avec un KNDS, ça va l'intéresser, etc. Et en même temps, nous, on va pouvoir donner, puisqu'on est un investisseur classique, un signal d'invitation à l'écosystème d'investisseurs traditionnels, les banquiers, les assureurs, pour investir à nos côtés et sur les tours suivants qui vont nécessiter, parce que plus on avance, plus on va avoir des tours importants à financer. Mais un tout petit mot là-dessus, François, parce que par le biais des agendas, des calendriers, on était à Vivatech la semaine dernière. Et moi, ce qui m'a frappé à Vivatech la semaine dernière, c'est bon, il y avait des startups, bien entendu, mais c'est la façon dont ces technologies étaient intégrées. C'est-à-dire qu'on avait le stand de Total, le stand de la Poste, de grandes entreprises de LVMH. Et à la limite, les startups, on ne les voit plus. Ils ont déjà intégré les technos. Et je pense qu'ici, on a un peu de retard par rapport à cette intégration. Ce sera réussi le jour où on va sur le stand d'Airbus. Et les 6 innovations, c'est des startups, mais on ne sait plus trop si c'est des startups ou si c'est des divisions d'Airbus. Et c'est là où, par rapport à l'univers du numérique, il y a encore un peu de retard, selon moi. Tiens, vous parliez de Destilus, c'est intéressant aussi. Il faut quand même une certaine agilité dans toutes ces boîtes-là qui, rappelons-le, JB et Fred, on s'en souvient, on les avait reçus d'ailleurs il y a 2 ans. L'objectif, c'était cet avion supersonique à plus de 5000 km/h qui permettait, ça faisait rêver parce que ça nous rappelait des souvenirs du Concorde, Paris et New York en 1h30. Visiblement, c'est plus leur priorité. Ils passent sur le drone, finalement, ils quittent la Suisse pour aller aux Pays-Bas. C'est intéressant de voir que voilà, ça bouge aussi dans ce sujet-là. Il faut être réactif et savoir pivoter en fait. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut savoir pivoter. Maintenant, c'est un sujet qui était plus sur la table il y a quelques années. Et comme on l'évoquait ensemble tout à l'heure, peut-être que depuis ce matin, on va réinviter ce type d'entreprise à se repositionner sur ces sujets-là. Ce matin, le ministre a annoncé un grand programme sur la très haute altitude. La très haute altitude, c'est quoi? C'est entre 20 et 100 km. Donc, c'est vraiment entre l'espace et l'air et l'espace. Et tout un champ d'applications où il y a déjà des objets, donc des drones solaires qui volent pendant des mois, des missiles supersoniques, et il va falloir mettre en place tout un champ de technologies, de radars, de détection, de contre-missiles. Et dès 2025, il va y avoir des applications très concrètes. Emeria va mettre un ballon pour ça. Parce qu'on nous dit que c'était 23 milliards pour 2026-2028 dans l'investissement satellite. Bon, c'est mieux que les 17 milliards avant, mais là, on dit les besoins, c'est 60 milliards. La LPM, la loi de programmation militaire jusqu'à 2030, c'est 413 milliards. C'est 25% de plus que la précédente. Donc je dirais oui, il y en a. Et il y a eu un moment que j'appelle un moment assez fondateur, la journée du 20 mars, où le ministre de l'économie a invité le ministre de la Défense à Bercy. Et nous, l'écosystème à la fois d'industriels, de start-up et d'investisseurs, pour dire aux investisseurs, financez la défense, il y a du budget, il y a de la commande. Et nous, en nous expliquant et en déclinant tout ce qui allait arriver. Si vous regardez dans le monde, la valorisation des boîtes de défense sur les 10 dernières années a été multipliée par 18. Il y a un marché, il y a de la commande. Jean-Baptiste. Je rebondis sur ce que vous dites, vous avez parfaitement raison, sur la très haute altitude qui est en ce moment au cœur du débat. Et on a des exemples ici, au Salon du Bourget, je pense notamment à Ariane Group.
Ariane Group, on la connaît pour la fusée, mais on connaît un peu moins Ariane Group pour le missile M51, qui est le missile nucléaire qui est à bord des sous-marins français. Et on connaît encore moins Ariane Group pour ses projets de planeur supersonique. C'est-à-dire un planeur qui soit capable de sortir effectivement de l'atmosphère pour aller dans l'espace, rebondir sur les couches de l'atmosphère, pour ensuite redescendre sur Terre et viser exactement les zones intéressantes. Mieux. Mais il servira à quoi, on sait ou pas? Mieux, alors. Une maquette, hein, d'ailleurs. Et, ben voilà, et mieux, justement, il y a la maquette, et encore mieux, ils s'apprêtent à annoncer là aussi qu'ils vont se lancer dans le missile hypersonique. Max 16. Ils sont très discrets militairement habituellement, et là, cette annonce, elle est quand même extrêmement révélatrice de la manière dont la stratégie des entreprises change. Ariane Group, là, semble vraiment vouloir montrer que ça devient un véritable acteur de la défense. Missile hypersonique, je vous rappelle quand même que c'est un missile qui, alors sur le papier, qui est capable d'atteindre en théorie Mach 16, c'est-à-dire 20 000 km/h, qui est capable de cibler à 1000 km de distance, et qui est quasiment... On ne peut pas l'arrêter. Enfin, une fois qu'il est lancé. Après, c'est bien, mais le besoin des clients, c'est quoi? Et s'il faut densifier le marché, c'est quoi? Donc, on est très fort pour la haute couture, mais aujourd'hui, on a besoin de massification. Oui, mais attention, parce qu'il y a aussi un autre débat de fond qui est de dire, avec l'économie de guerre, c'est bien, on a voulu à tout prix accélérer les cadences. On s'est dit, il faut produire vite, il faut produire de la masse, on va refaire des bons obus à l'ancienne, on va relocaliser de la poudre, on va utiliser la chaîne automobile pour produire plus de drones. Ne délaissons pas. Ce n'est pas le cas, mais ça pourrait arriver. Ne délaissons pas la haute technologie. Malheureusement, l'actualité nous montre tous les jours que le conflit actuellement au Proche-Orient, c'est de la technologie. Ce sont des missiles qui tapent en profondeur et ce n'est pas de l'artillerie classique. Donc il y a eu aussi... Avec le nucléaire, évidemment, en tâche de fond. Hein. Et je crois qu'il y a eu un vrai switch au niveau du ministère des Armées et on y arrive. Aujourd'hui, on est passé, on avait donc une DGA qui faisait de la dissuasion, de la haute couture, de la technologie, du lourd, du long et du fort. Et ils le font toujours, et du parfait. Et c'est extrêmement parfait. On a une DGA, elle est unique dans le monde quasiment. Et aujourd'hui, on a accepté de faire du good enough. C'est quelque chose qu'on ne va peut-être pas réutiliser, qu'on ne va pas réparer, on ne va pas intégrer de la MCO, du maintien en condition opérationnelle, et on sait faire les deux. Et ça, je trouve ça une opportunité incroyable aussi pour l'écosystème et les startups. Et pour les cadences, je pense que néanmoins, il est important qu'à terme, on ne se retrouve plus dans cette situation en disant mon Dieu, comment on va faire. Il y a du travail pour y arriver, on n'y est pas encore. Il y a du travail, mais qu'on ait un cap minimum constant, qu'on puisse activer quand on en aura besoin. Sandra, en ce moment, enfin tous les soirs dans Tech & Co, on évoque l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un sujet aussi que vous suivez? J'imagine que oui. Et est-ce qu'il est en train... On voit qu'il est en train de bouleverser des secteurs industriels entiers. Est-ce qu'il est aussi en train de bouleverser le secteur de l'aéronautique? De l'aéronautique, du spatial, de la défense. Oui, enfin, de la même manière. L'IA, c'est la prose et Monsieur Jourdain. Enfin, tout le monde en fait, tout le monde en a. Toutes nos entreprises intègrent des technologies d'IA. Ça révolutionne le champ de bataille. Le premier impact qui est, à mon sens, essentiel, c'est que l'IA va permettre d'économiser des vies de nos forces armées et de nos soldats. On a investi dans une start-up que vous avez reçue cette semaine qui s'appelle Alta Ares, qui fait de la computer vision. Là, on a quand même un exemple très concret d'une boîte qui s'est développée en 1 an, directement sur le champ de bataille et qui intègre l'IA au profit des forces armées. Vous pouvez nous expliquer ce qu'ils font exactement ou pas? La computer vision, en fait, ils permettent de faire de l'analyse d'images en temps réel sur des drones, donc de pouvoir identifier des drones ennemis, des objets ennemis à neutraliser. Et en parallèle, ils ont une technologie de ce qu'on appelle de machine learning qui permet d'entraîner ces algorithmes. Et ce qu'ils ont de tout à fait exceptionnel par rapport à d'autres sociétés dans le domaine, c'est qu'eux travaillent sur de la vraie data. Donc, ce n'est pas de la data de synthèse. En fait, il y a une grande différence entre les technologies qui sont entraînées sur de la data qu'on produit numérique et de la data du champ de bataille. L'IA, Fred, ça fait des années en fait. Alors là, c'est sur le devant de la scène. Mais les algos, le machine learning, toutes ces choses-là, ça fait des années, voire des dizaines d'années. Sur les systèmes autonomes. Il y a aussi maintenant davantage au service de la guerre cyber. Et puis l'IA va permettre aussi, tu sais, aujourd'hui, on recherche 25 000 talents dans toute cette industrie ici présente. Et l'IA va permettre peut-être de former plus vite. C'est un secteur qui recrute, c'est ce que tu es en train de dire? Oui, c'est un secteur qui recrute, oui, et ça permet aussi de faire du transfert de compétences plus facile. Tu sais, pendant longtemps, cette industrie-là, mais comme d'autres, c'était des anciens
connaissait. Alors il modélisait un peu ce qu'il connaissait, mais voilà, après il y va des séquences d'apprentissage un peu plus longues. Mais l'IA va permettre justement, parce qu'on va avoir des plateformes d'automatisation, parce qu'on va modéliser davantage des choses, quand les jeunes arrivent, d'avoir un peu des modules, des processus qui sont déjà intelligents grâce à cette IA, et ça permet justement de former aussi davantage de gens. Et ça, je pense que c'est un point aussi important. Et puis bien entendu, l'IA industrielle, l'IA au service de l'industrie, dans la supply chain. Tu sais, on parle beaucoup de jumeaux numériques. C'est fini le jumeau numérique qui est juste la maquette de l'avion. Aujourd'hui, le jumeau numérique, il part de la conception, de la réflexion, jusqu'à la supply chain. On numérise l'ensemble de tout ça. Et l'IA va venir essayer d'optimiser chacun des pans de toutes ces étapes pour construire un avion, un drone, un missile. Très bien. Jean-Baptiste, l'IA moi, ça me fascine. Enfin, juste, je me rappelle, on discutait ici il y a 2 ans jour pour jour quasiment avec Emmanuel Kiva, le délégué général de l'armement. Je lui posais la question, mais Emmanuel Kiva, alors je parle d'IA générative en l'occurrence, mais je lui disais, mais regardez, comment vous regardez, ça commençait juste l'arrivée de l'IA générative au sein des entreprises. C'était le début de ChatGPT à l'époque, il y a 2 ans. Et je lui dis, mais comment vous regardez l'IA générative qui s'infiltre doucement dans les entreprises? Ça commençait tout juste. Il me dit, voilà, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, etc. 2 ans après... c'est incroyable. L'accélération, elle est absolument phénoménale. Elle est évidemment absolument partout et beaucoup plus spécifiquement encore aujourd'hui dans le monde de la défense. Je pense par exemple à une annonce qui a eu lieu aujourd'hui, alors pas sur le salon du Bourget, mais qui est concomitante avec le salon du Bourget. C'est le fabricant de drones Helsing qui fabrique des drones en Ukraine. Ils investissent, ils font une levée de fonds de 600 millions de dollars. Ils ont procédé au début du mois de juin à un test assez incroyable. Ils ont utilisé le Gripen suédois. Le Gripen suédois, c'est le Rafale suédois qu'ils ont chargé d'intelligence artificielle. Ils ont mis en face un autre Gripen avec un pilote et ils ont fait un combat test entièrement géré par l'intelligence artificielle. Retour d'expérience évidemment. Et ça, on commence vraiment à voir effectivement, on sent cette IA qui s'infiltre. Et la défense a cet avantage sur le civil que les certifications ne sont pas aussi compliquées à avoir. Elle s'infiltre beaucoup plus facilement dans le monde de la défense que dans le monde du civil. Donc effectivement, il n'y a pas une journée quasiment où on n'a pas une découverte ou une annonce assez incroyable sur l'intégration de l'IA dans la... Ça va plus vite, les certifications dans le monde militaire ? Surtout en ce moment, j'imagine, non ? Il y a une accélération évidente. Il y a une accélération évidente dans ce domaine-là. C'est plus simple. On a des moyens de test assez incroyables aussi en France. La DGA a des sites à Biscarrosse notamment ou autres où on peut lancer des choses incroyables. Le supersonique, on est capable de le tester. Nous. Donc oui, c'est unique. Mais le spatial, un peu aussi en vrai. On a des certifications qui sont beaucoup plus... en fait, c'est dès que ça touche au civil. Ou là... Dès qu'on transporte des gens, en fait. C'est ça. Après, juste un mot sur l'IA aussi. Attention à ne pas tomber non plus trop dans la dépendance technologique que l'on connaît dans d'autres secteurs. Alors évidemment, on voit ici, on ne les voit pas trop, mais les hyperscalers, ils sont bien là. Les Google, AWS, Microsoft. Et autour de l'IA, alors on sait qu'en France, on a notre flagship Mistral, mais il y a un effort à faire. Il faut soutenir effectivement notre écosystème garder notre autonomie tricolore sur ce sujet. Européen, en tout cas sur ce sujet-là. Merci beaucoup à tous les trois, c'était passionnant. Merci Sandra Budimir, associée fondatrice d'Expansion Venture. Merci Fred, avec pas mal d'émissions qu'on peut on se retrouve juste après Tech & Co. On aura Tech & Co Business qui est enregistré ici aussi. Et merci à Jean-Baptiste Huette qui tient la baraque, on peut le dire, tout au long de la semaine. Il vit ici. Un chalet porte son nom. Petit lit de camp. Tu dors dans la fusée. Il dort dans la fusée qui est juste là. D'ailleurs, tu peux aller 3, mais ça va. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour ça. Et vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant, toujours depuis le Bourget, ici, avec le président de CITA Europe, Sergio Colella, nous rejoint. On va s'intéresser au futur des aéroports. Vous allez voir, c'est passionnant. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le retour depuis le Bourget, ici au Paris Air Show. Quel plaisir de vous accompagner durant ces 2 jours, ces 2 soirées pour Tech & Co. Ici, on est vraiment dans l'antre de l'aéronautique, du spatial, de la défense. C'est passionnant. Un invité qu'on aime beaucoup, qu'on retrouve régulièrement parce que c'est un sujet qui nous passionne. Le futur du transport aérien et des aéroports. C'est Sergio Colella qui est avec nous. Bonsoir Sergio. Bonsoir François. Président de CITA Europe. Toujours intéressant de resituer CITA dans cet univers de l'aéronautique. Rappelons ce que vous faites s'il vous plaît Sergio. Alors on peut dire qu'on est le bras technologique du transport aérien. On aide les compagnies aériennes,
les aéroports et même les gouvernements à faire en sorte que l'expérience du voyage soit la plus fluide et la meilleure possible dans toutes ces étapes. Et donc, on met en place des solutions technologiques qui améliorent cette expérience. Voilà. Et après que les gestionnaires d'aéroports prennent ou pas. C'est ça la question. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... Il ne faut pas vous appeler à vous si un jour ça ne marche pas dans un aéroport. C'est ça que je veux dire. Alors, je peux donner votre portable, mais je ne sais pas si ça arrangerait les choses. Si vous pouvez ne pas le faire, c'est mieux. Mais effectivement, on est un maillon de la chaîne. Oui. Et puisqu'on fournit les solutions technologiques, ce qui est incroyable dans le secteur aérien, c'est qu'on est un écosystème avec des compagnies aériennes, des opérateurs au sol, des gouvernements, des aéroports, des sociétés technologiques qui travaillent ensemble et font voyager 4 milliards de passagers par an. Sergio, vous le disiez, vous êtes un petit peu partout dans tous les maillons en fait, du transport aérien, à la fois dans les aéroports mais aussi dans les avions. Vous êtes ici pour quoi faire en fait? Pour présenter des nouveautés, pour essayer justement de charmer de nouveaux clients, peut-être un peu des deux. Racontez-nous. Votre journée ressemble à quoi? Alors, le Salon du Bourget, c'est à mes yeux l'événement le plus important dans le monde aéronautique. Ici se croisent des acteurs très importants de cet écosystème dont je parlais. Donc c'est une occasion de rêver, de discuter avec eux, de parler de l'avenir, de parler d'investissement, de discuter d'innovation, parce que le secteur aéronautique porte en lui beaucoup d'innovation, que ce soit niveau innovation technologique, que ce soit une innovation dans les produits. Et donc, c'est un moment privilégié d'échange avec nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. Donc, vos clients, c'est quoi là? Les compagnies aériennes, par exemple, on va dire les gestionnaires d'aéroports, c'est ça? Absolument, c'est les gouvernements pour tout ce qui est passage de frontières, identité digitale, les aéroports pour l'expérience du passager, les compagnies aériennes pour les solutions embarquées dans l'avion et pour l'expérience passager, parce que la compagnie aérienne a tout intérêt à avoir une excellente expérience passager. On parlera justement d'ailleurs dans quelques instants de l'optimisation aussi, parce que vous optimisez grâce à l'IA les trajets des avions pour qu'ils économisent du carburant. Et on arrive à des choses incroyables, et vous allez nous expliquer ça dans un instant. Quelles sont les nouveautés que vous présentez pour cette édition 2025? C'est quoi les tendances en termes de technologie aujourd'hui dans le transport aérien? Alors, je vais me concentrer sur les innovations technologiques de digitalisation. D'accord ? Dans l'avion, alors le mot est galvaudé, mais l'intelligence artificielle, le machine learning permet de faire des progrès significatifs. Dans la gestion des événements météo, dans la capacité à optimiser les phases de décollage et de descente. Et aujourd'hui, même dans le fait d'optimiser les routes pour des longs courriers. Et on parle de réduction d'émissions de CO2, réduction de consommation de kérosène, amélioration de l'expérience passager, parce que lorsque vous êtes en vol et vous, sans le savoir, vous prenez une turbulence en air clair, il peut y avoir des blessés à bord. C'est une expérience qui peut être difficile. Le fait d'anticiper ces mouvements et ces changements météo qui sont de plus en plus fréquents peut être apporté par la technologie. C'est un des éléments pour l'aviation qu'on met en avant ces jours-ci. Certains commandants de bord disent que justement ils ressentent le changement climatique avec des perturbations et des violences, on va dire, dans le changement météo qui n'existaient pas auparavant. Vous avez vous aussi ces échos, ce type d'échos? Oui, et on a des statistiques. Donc les turbulences en air clair, comme on dit, c'est-à-dire des turbulences qui ne sont pas liées aux nuages, en fait. Qui ne sont pas liées aux nuages, justement. Ce sont des turbulences que on ne peut pas prévoir. Oui, parce qu'on ne les voit pas. À l'œil, voilà, juste par vision, se développent beaucoup. Et on avait vu des statistiques qui disaient que d'ici à 2050, sur le trajet transatlantique, elles allaient être multipliées par 2 ou 3. D'où l'importance de pouvoir en avoir une vision en temps réel, et non pas 5 heures avant au moment du décollage, et de pouvoir ajuster la trajectoire de l'avion pour éviter ce type de turbulence qui n'a pas d'impact sur la sécurité en général, mais qui a un impact sur le confort et sur les petits accidents qu'on peut avoir en tombant au moment d'une turbulence. C'est intéressant parce que j'imagine que ce sont des gros courants d'air finalement qui passent comme ça. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que
aujourd'hui, chaque avion envoie des informations aux avions qui les précèdent pour justement leur informer de ce type de, on va dire, de perturbation. C'est ça? De turbulence? C'est absolument ça. Donc le vol se prépare de deux manières. Avant le décollage, avec les informations de plus en plus précises. Il y a des progrès qui ont été faits là-dessus? Oui, oui, oui. Les modèles météo ont beaucoup progressé. Mais ce qui est très important lorsqu'on a un vol de 10 heures, c'est d'avoir l'information au moment où vous êtes en train de traverser l'Atlantique, par exemple, 4, 5, 6 heures plus tard. Donc, les communications aériennes entre le sol et l'avion permettent de plus en plus d'informations de circuler, donc d'avoir des modèles météo plus mis à jour. Et les pilotes qui sont dans les avions qui ont précédé peuvent aussi envoyer une information qui est très utile. Mais il l'envoie comment? C'est automatique? Ou est-ce que c'est la volonté du pilote de l'envoyer? Alors, aujourd'hui, c'est la volonté du pilote de l'envoyer lorsqu'il considère que ça vaut la peine. Après, le pilote de l'avion a la possibilité, au travers de communications, que ce soit VHF ou satellite, de requérir de l'information pratiquement en temps réel sur l'évolution de la météo. Que vous mettez à jour, en fait, c'est ça? Ils sont mis à jour, absolument, avec des cartes interactives de plus en plus précises. Ça, c'est juste un aspect, mais on comprend bien pour un passager l'utilité, et même pour une compagnie aérienne, l'utilité d'avoir un vol qui soit sécurisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette optimisation, elle a aussi un sens économique, parce qu'aujourd'hui, vous arrivez à affiner de manière très 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 précise les parcours pour économiser des tonnes de carburant. Oui, alors j'avais eu le Ou des plaisir... tonnes de CO2 plutôt, parce que des tonnes de carburant, c'est peut-être beaucoup. Alors, économiser des tonnes de carburant sur du long courrier, je vais décliner ça, ouais. Et éviter des émissions de CO2 qui seraient optimisables, qu'on peut éviter. Donc les deux aspects sont importants. J'avais pris une fois l'exemple du vol Paris-Nice, 3 tonnes de kérosène sur un Airbus A320. On peut aller économiser 80 kg dans les phases de montée et de descente. Là, on s'intéresse aux phases de croisière sur des longs courriers, lorsqu'on fait 10 000 km. Et l'idée, sur un vol long courrier de 9-10 heures, c'est à peu près 80 tonnes de consommation de kérosène dans ce vol. L'idée, c'est d'aller chercher la tonne d'économie, qui a un impact peu très plus de 10%, important. Quoi, finalement. Oui, un peu moins. Un peu moins, d'accord. Oui. En optimisant au mieux, c'est un peu plus de 10%. Okay. Si on arrive à faire 6, 7, 8%... C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et lorsqu'on voit les niveaux de profitabilité dans l'aérien qui sont plutôt faibles, ça peut faire la différence. Et là, là encore, j'imagine que la donnée météo est capitale. C'est-à-dire que après j'imagine qu'il y a des choses qui sont... Si on a un vent contraire, on peut rien faire, on peut pas faire grand-chose. Ou alors il faudrait changer de destination. Mais comment peut-on arriver à optimiser et à faire économiser ce carburant? Alors, il y a 3 paramètres. Il y a l'altitude. Il y a latéralement de choisir des routes qui soient optimisées. Et il y a la vitesse de l'avion. Donc le machine learning, je m'excuse pour le nom en anglais, permet, sur la base de l'expérience des vols précédents, de fournir des propositions au pilote, à lui de les accepter, qui permettent d'optimiser ces 3 paramètres. Et de manière contre-intuitive, le fait d'aller lentement ne fait pas forcément consommer moins de kérosène. Donc c'est tout cet ensemble, aussi sur la base du fonctionnement de l'avion, vraiment le modèle d'avion, la typologie de moteur, qu'on arrive à proposer des optimisations qui soient intéressantes. Est-ce que vous travaillez aussi sur l'IA dans l'avion jusqu'à, on va dire, alléger les fonctions et les prises de décision du pilote? Alors, on se rapproche d'une simili-autonomie on va dire, du pilotage d'un avion? Alors nous, on investit plus dans l'IA pour les aéroports. Et on pourra en parler parce que ça permet d'aider énormément les opérateurs d'aéroports. Effectivement, il y a des programmes de recherche sur le pilotage. On n'investit pas sur cet élément-là. On investit plutôt sur l'optimisation des routes en fournissant justement des propositions aux pilotes. Et après, on investit beaucoup en aéroport puisque la moitié de nos clients sont des gestionnaires d'aéroports. Avec notamment, j'imagine, la biométrie. La biométrie, c'est l'un des sésames des années qui viennent. Enfin, je vois... De temps en temps, pour voyager, on en avait parlé aux États-Unis, il y a une espèce de banalisation aujourd'hui de la biométrie pour embarquer. Finalement, c'est très pratique, ça fluidifie tout ça. En France, c'est un petit peu plus compliqué, en tout cas en Europe. Ça va changer ou pas, à votre avis ?
Ce n'est pas une question technologique, la technologie. C'est une question d'investissement et de financement, c'est ça? C'est une question de mentalité. Il faut comprendre que lorsqu'on utilise la biométrie, les données personnelles sont protégées. Parce que les systèmes sont conçus pour protéger les données personnelles, pour détruire ces données personnelles à la fin du vol. Mais en Europe, il y a une réticence qu'on ne voit pas dans d'autres secteurs. Oui, mais cela dit, il y a Paraf, c'est paradoxal. Paraf, il y a plein de gens qui l'utilisent, alors que justement, c'est la biométrie. Donc, malgré tout, il y a quand même une acceptation de ce type de technologie. Et on avait fait un sondage auprès des passagers des compagnies aériennes, passagers dans le monde, dans une trentaine de pays. Plus de 65% des passagers sont prêts à donner leurs données de biométrie en échange d'une expérience de voyage qui soit plus fluide. Il faut éviter les goulots d'étranglement. Ça viendra sans doute, avec le changement c'est inéluctable. Voilà, le changement peut-être des habitudes, etc. Merci beaucoup Sergio. Merci à vous. Sergio Colella, président de CITA Europe, et vous allez bientôt changer de salon puisque vous allez aller au salon des aéroports. Je ne savais même pas que ça existait, qui se déroule en Grèce cette année. Oui, voilà. Athènes. Je pars demain. Eh bien, merci beaucoup d'être passé nous voir. Vous restez avec nous dans un instant. Nous allons découvrir Aldoria avec son président et cofondateur. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà Tech & Co depuis le Paris Air Show ici au Bourget. Surveiller l'espace. Eh bien, c'est la mission de la société Aldoria qui est avec nous et on accueille Romain Luquen. Bonsoir Romain. Bonsoir François. Vous êtes le cofondateur et président donc d'Aldoria qui annonce ici au Salon du Bourget le déploiement en fait de votre nouvelle station optique de pointe aux îles Canaries. On va rentrer dans le détail de ce que vous faites. Si j'ai bien compris, votre mission c'est de surveiller le ciel en quelque sorte, de manière totalement schématique. Oui, absolument. Pour schématiser, c'est ça. On surveille le ciel, on prend des photos du ciel et on détecte tous les objets qui passent dans l'espace, qui sont sur des orbites terrestres. Ça peut être des satellites, des débris, des fusées. Et on anticipe leur trajectoire pour prévenir les risques. Alors, il y a pas mal de startups qui sont dans ce domaine, finalement, avec des technologies parfois différentes. Il y en a, ce sont des radars. Vous, comment ça marche, en fait? Comment vous arrivez à scanner le ciel? Oui, effectivement. Nous, c'est on va dire, l'essence de la surveillance, voir, c'est de l'optique. On prend des photos du ciel et on extrait toutes les informations utiles d'un point de vue de la sécurité. Donc on a effectivement développé un système de scanning à base de télescopes grand champ colocalisés sur un même site et qui viennent balayer le ciel, balayer un cône d'observation dans le ciel avec une vitesse qui permet de détecter tous les objets qui traversent le ciel. Et donc c'est un véritable système de veille, c'est comme ça que ça s'appelle, qui permet de détecter des petits débris, des satellites furtifs pour améliorer notre connaissance de la situation spatiale. Cette station optique, voilà, vous la déployez aux îles Canaries. Ça y est, elle est fonctionnelle? Ça y est, elle est fonctionnelle. Elle a été installée au début du printemps et après quelques tests et calibrations, maintenant elle est opérationnelle et elle permet de détecter des objets qui font autour de 6-7 cm de taille en orbite basse. Alors, orbite basse, c'est plusieurs centaines de kilomètres d'altitude, c'est ça? C'est ça, absolument. Pourquoi les îles Canaries? Donc aujourd'hui on a un réseau global de stations, donc on a des stations sur 5 continents maintenant avec la station aux Canaries, 19 instruments au total, donc c'est un réseau qui commence à être relativement dense. Mais il y a des raisons météorologiques, c'est un ensemble de facteurs du ciel, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi. Effectivement il y a un ensemble de facteurs assez complet, donc avec la couverture orbitale, il faut détecter des objets qu'on n'arrive pas à détecter ailleurs. Effectivement, clarté du ciel, taux d'ensoleillement, et puis évidemment il faut trouver un partenaire local de confiance. Bien sûr. Là on a trouvé un entrepreneur espagnol avec qui on a réussi à trouver un bon accord et qui nous permet d'héberger cette station unique au monde, une station de veille et de suivi qui fonctionne de 300 km jusqu'à 40 000 km et au-delà. On va dire que l'orbite basse, là, est en train ça devient le périphérique parisien ou pas encore en termes de trafic? Parce que orbite basse, rappelons-le, c'est Starlink, ça va être Kuiper, ça va être évidemment les autres constellations de satellites pour les télécoms. Il y a Iris Carré, enfin il y en a d'autres, il y a OneWeb, et j'en passe. C'est vraiment là où on risque d'avoir le plus de problèmes?
Oui, absolument. Aujourd'hui, le sujet de la congestion orbitale, c'est essentiellement l'orbite basse, avec le syndrome de Kepler qui a déjà été atteint dans les tranches d'orbite entre 700 et 800 km. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce syndrome? Alors, le syndrome de Kepler, c'est un syndrome qui a été théorisé par un astrophysicien de la NASA à la fin des années 70 pour prédire l'augmentation exponentielle de la densité de débris spatiaux du simple fait des collisions entre débris et entre satellites. Et aujourd'hui, on est effectivement sur une trajectoire exponentielle si on n'est pas en mesure de retirer certains objets qui ont un potentiel de pollution orbitale extrêmement fort. Des collisions, ça arrive souvent en fait? Est-ce que c'est tous les jours? C'est quand même rare. On a des statistiques sur des collisions comme ça de satellites? Oui, il y a des statistiques et il y a des événements particulièrement marquants. Donc vous avez eu la collision unique entre Iridium 33 et Cosmos 2251 en 2009, qui a généré des milliers et des milliers de fragments. Et puis tous les trimestres, vous avez des collisions qui mettent hors de fonctionnement des satellites. Et c'est souvent difficile de remonter à la cause exacte et à remonter à la trajectoire de cette collision, parce que le débris qui est en jeu n'est pas suivi. Ce sont des objets qui sont trop petits et c'est pour ça que nous on travaille sur la sensibilité de notre système pour être capable d'aller au-delà de ce qui se fait aujourd'hui en termes de catalogue et de compréhension de la situation spatiale. Romain, quels sont vos clients? Aujourd'hui, on a un panel de clients commerciaux et institutionnels, civils et défense, pour assurer la sécurité des missions dans l'espace et mieux comprendre la situation spatiale. Donc on a par exemple communiqué l'année dernière sur un gros contrat avec la Commission européenne. On est un des principaux fournisseurs de données de surveillance de l'espace de la Commission européenne d'un point de vue commercial. On travaille évidemment main dans la main avec le CNES, avec l'ESA, et on a un certain nombre de clients commerciaux qui nous font confiance, dont Isara Aerospace, qui a fait son lancement inaugural il y a 2 mois, qu'on a soutenu, qu'on a accompagné dans ces opérations de lancement. Est-ce qu'il y a trop de satellites à votre avis? Est-ce qu'aujourd'hui on est dans une espèce d'abondance irréfléchie? Alors, on n'est quand même pas au périphérique parisien. On a un peu plus de 12 000 satellites en orbite. Et il doit y avoir de l'ordre du milliard de véhicules sur Terre pour un volume qui est à peu près comparable. Donc on a de quoi voir venir physiquement, mais il faut être capable de détecter et d'anticiper les trajectoires de manière extrêmement fine. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un point de rupture dans la gestion du trafic spatial et il va falloir mettre à niveau les systèmes de surveillance et les systèmes de coordination pour mieux gérer ce trafic. Est-ce que typiquement des boîtes comme Starlink ou Kuiper pourraient faire appel à vos services? Ou est-ce qu'ils ont leur propre service de détection intégré? Tout à fait, ce sont des sociétés qui peuvent faire appel à nos services. Une société comme Starlink, pas aux États-Unis, mais on travaille avec des opérateurs de satellites comme U-Space par exemple en France, qui nous fait confiance et qu'on accompagne dans la sécurité de leurs opérations. C'est pas encore à la même échelle, mais on a également des discussions avancées avec plusieurs opérateurs de grandes constellations pour pouvoir jouer ce rôle dans la sécurisation de leur infrastructure. L'idée, c'est d'avoir des clients mondiaux. La notion de souveraineté est importante, j'imagine. Évidemment, la notion de souveraineté est importante. On est au Salon du Bourget aujourd'hui. Oui. Le but, c'est de faire rayonner le savoir-faire de la France et de l'Europe à travers le monde. Et nous, on est vraiment dans cette démarche-là. On a des clients en Corée du Sud, en Thaïlande, évidemment en Allemagne, en Angleterre. On continue à se développer à l'export pour pouvoir remplir notre mission, qui est d'assurer une meilleure coordination et une meilleure utilisation durable et sûre de l'espace. Très bien, passionnant tout ça. La prochaine étape, c'est quoi pour vous? C'est encore d'ouvrir d'autres stations ou vous avez, on va dire, un mapping de l'espace qui est bon là, en ce moment? Aujourd'hui, on sent une très forte accélération de la demande, en particulier de la part des clients institutionnels. Et on souhaite continuer à se développer pour répondre à cette demande. Et donc pour ça, effectivement, il va falloir déployer de nouvelles stations. On vient d'ouvrir un centre opérationnel à Toulouse. On a ouvert des nouveaux locaux à Toulouse au mois de novembre l'année dernière. Et on se renforce en région toulousaine. Et tout cela, ça va passer par des financements. Et donc on est en train de lever des fonds pour pouvoir assurer cette feuille de route, continuer à déployer des stations, continuer à financer la R&D. On parle de plus en plus de surveillance de l'espace depuis l'espace également. Donc c'est un sujet qui nous intéresse. Et continuer à se projeter vers l'avant. On a remporté il y a 2 mois un contrat du Fonds européen de défense pour la surveillance et la sécurité lunaire et cislunaire.
Aujourd'hui, la Chine et les États-Unis sont en concurrence pour la suprématie lunaire. Nous, Européens, on veut à minima comprendre ce qui se passe, surveiller, comprendre, pour ensuite peut-être agir de manière pertinente et responsable. Merci beaucoup Romain Luquen, donc cofondateur et président d'Aldoria. Merci d'être passé par Tech & Co la quotidienne. Vous restez avec nous, petite pause et on revient tout de suite avec quelqu'un qu'on aime beaucoup ici sur BFM Business. C'est Bertrand Piccard, mon prochain invité, président évidemment de Climate Impulse, pilote bien évidemment et qui planche, vous le savez, sur l'avion à hydrogène. Il vient nous en parler dans 1 minute. Merci d'être là et à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Journée spéciale, le Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Et j'accueille tout de suite mon prochain invité, Michel Friedling est avec nous. Bonsoir Michel. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Lookup. Vous êtes ancien général de l'armée de l'air, de l'espace français. Vous êtes le fondateur donc de cette société qu'on va découvrir dans un instant. Vous êtes premier commandant du commandement de l'espace. C'était de 2019 à 2022. Vous avez piloté la stratégie spatiale de défense de la France. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, vous êtes, j'allais dire start-upper. En tous les cas, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat avec Lookup. Expliquez-nous un petit peu, avec cette levée de 50 millions d'euros aussi, qui va asseoir votre technologie. Quel est le concept de Lookup? Expliquez-nous. Alors, j'ai choisi de quitter l'armée de l'air et mon poste en 2022 pour créer cette société avec un associé, Juan Carlos Dolado, qui était lui-même chef du service surveillance de l'espace au CNES, l'Agence spatiale française. Et on a porté chacun notre expertise, lui dans le domaine de la prévention des risques dans l'espace, donc les risques de collision, et moi plutôt dans le domaine de la défense, c'est-à-dire la prévention, l'analyse des menaces. Voilà. Et donc notre vocation, c'est de développer et d'apporter à nos clients, gouvernementaux ou privés, des solutions qui précisément vont assurer la sécurité de leurs actifs ou de leurs opérations en orbite autour de la Terre. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les enjeux sont stratégiques dans ce domaine-là. Il y a la gestion du trafic spatial, la prévention des collisions, avec une saturation des satellites. Alors, je ne sais pas si on arrive vraiment à la saturation, mais on se retrouve avec énormément de satellites qui sont lancés. Rien à voir. Enfin, dès qu'on voit le nombre de satellites lancés par Starlink, notamment, c'est quand même assez impressionnant. C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est qu'il faut arriver à surveiller en fait tout ce trafic, le cartographier. C'est ce que vous faites? Oui, alors effectivement, il y a plusieurs phénomènes qui font qu'aujourd'hui, on a vraiment un besoin en Europe et dans le monde d'avoir des solutions pour assurer la sécurité des actifs en orbite. Le premier, c'est, vous l'avez dit, c'est la multiplication du nombre d'objets actifs, de satellites actifs en orbite. Il y en avait en gros 2000 actifs il y a 5 ans, il y en a 5 fois plus aujourd'hui, ou 6 fois plus, puisqu'on a à peu près 12 000 aujourd'hui. Et selon les prévisions de l'ESA, on pourrait avoir entre 50 000 et 100 000 satellites actifs en 2030. Donc vous imaginez. Et ça, c'est dû évidemment à l'apparition de nouveaux acteurs, dont les opérateurs de constellation. Starlink est vraiment le plus connu, mais il y en a d'autres qui arrivent sur le marché également. Il y a Kuiper, il y a les constellations chinoises, Canfan, GW, il y a Square. Enfin, il y a beaucoup de constellations. Il y a Eutelsat OneWeb qui existe déjà, bien sûr. Et donc, et ça, c'est un sont des satellites basse orbite, qui sont des satellites pour la plupart en basse orbite. Vous avez 95% du trafic spatial qui est aujourd'hui dans les orbites basses, c'est-à-dire entre 400 et 2000 km. Donc, ce sont des petits satellites? Ce sont des satellites qui vont de quelques kilos à quelques centaines de kilos. Et le deuxième phénomène, c'est le nombre de débris en orbite. Vous avez aujourd'hui plus de 40 000 objets de plus de 10 cm qui sont en orbite basse. Et vous avez près d'1 million d'objets d'1 centimètre et plus qui sont également en orbite basse. Et ce sont ce qu'on appelle des débris, mais enfin ce sont des résultats de collisions antérieures, de fragmentation. Et il s'en produit une par mois aujourd'hui, qui crée à nouveau des centaines de débris. Ce sont des étages de fusées qui sont morts. Ce sont des satellites qui ont été désactivés mais qui sont toujours en orbite. Et donc là, évidemment, alors sans parler de congestion du trafic, on a un vrai sujet de coordination du trafic entre opérateurs d'une part, mais aussi d'évitement de nouvelles collisions, bien sûr. Mais alors, tous ces objets qui sont morts finalement, est-ce qu'au bout d'un moment, ils redescendent dans l'atmosphère et se détruisent ou pas forcément? Oui, mais ça peut prendre 25 ans, 50 ans, 100 ans, 800 ans, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Donc on a de toute façon des objets qui sont là et qui vont rester pour des siècles. Alors, et vous, votre job là-dedans, c'est de cartographier tout ça?
Notre job, c'est d'aller effectivement détecter, suivre tous ces objets, les cartographier, calculer leurs orbites avec précision en temps quasiment réel, élaborer des calculs de collision de risque et détecter des comportements un peu inhabituels, des changements de ce qu'on appelle pattern of flight, de comportements dans l'espace qui peuvent être révélateurs potentiellement d'une menace, par exemple. Oui, parce que évidemment, il y a une notion de défense qui est très importante. Mais vous faites ça comment, en fait? C'est les satellites qui surveillent les satellites ou vous faites ça depuis le sol? Alors nous, on a choisi de faire ça depuis le sol parce que c'est quand même moins compliqué et moins coûteux. Et sans doute ça donne de meilleurs résultats. Alors on a choisi de la technologie radar. Donc on a développé, conçu et développé en partenariat avec des entreprises nationales un radar qui est basé au sol, dont le premier sera mis en service en septembre en Lozère. C'est le démonstrateur qui a été d'ailleurs soutenu financièrement par France 2030. Et cette technologie, le radar, on est deux au monde à la développer. Donc il y a une entreprise américaine et il y a nous en Europe. Beaucoup de sociétés s'intéressent à ce sujet, mais utilisent plutôt des technologies dites optiques. Voilà. Donc à terme, 7 radars. C'est la projection que vous avez. 2026 et 2027, vous allez donc en déployer 2 autres, un en Polynésie française, je crois, c'est ça? C'est ça, on déploie 2 radars en Polynésie française en 2026 et 2027. L'idée, c'est d'être un peu partout sur le globe pour avoir une cartographie précise. Exactement. L'idée, c'est d'avoir un certain nombre de radars idéalement situés autour du globe, en latitude et en longitude. Et pour ça, on a une chance extraordinaire en France, c'est d'avoir encore des territoires ultramarins. Donc on va se déployer dans tous les territoires ultramarins, en commençant par la Polynésie, mais il y aura aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane française. Et évidemment, on n'en a pas parlé, il y a cette notion de souveraineté qui est hyper importante parce que c'est une solution française, Lookup, qui évidemment aura des missions civiles, mais aussi des missions de défense. Oui, alors on a effectivement une solution qui est totalement duale, qui peut apporter des services à des acteurs gouvernementaux défense ou à des acteurs institutionnels, agences spatiales, Union européenne ou à des acteurs privés. C'est une solution souveraine française, mais je dirais européenne. On est né en France, on a été soutenu par France 2030, mais aujourd'hui on est également soutenu par la Commission européenne. D'ailleurs, notre deuxième et notre troisième radar sont cofinancés par l'Union européenne, leur déploiement en tout cas. Comment ça marche en fait? Ces radars scannent le ciel à l'instant T et arrivent à identifier chaque satellite qui traverse en fait ce radar, c'est ça? C'est ça, le principe c'est à peu près ça. Et vous arrivez à identifier, à savoir quel est le satellite qui passe au-dessus de nos têtes? C'est là toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut, à partir des mesures qu'on fait sur les objets qui traversent le champ de vision du radar, il faut faire ce qu'on appelle une détermination d'orbite et il faut raccrocher cet objet, si je puis dire, à un catalogue orbital, qui est en fait l'ensemble des objets en temps réel qui orbitent autour de la Terre. Et c'est pour ça qu'on a aussi une solution digitale extrêmement complexe. On a des gens qui développent un software, une plateforme digitale très innovante. Et on a des data scientists, des spécialistes de mécanique spatiale qui ensuite traitent toutes ces données issues de nos radars, mais pas uniquement, puisqu'on est capable également de fusionner des données issues de tout type de capteurs, optiques, laser, radiofréquences. Oui, parce que j'imagine qu'après, chaque satellite peut avoir une signature, en quelque sorte, c'est ça? Oui, alors il y a d'une part effectivement savoir où il sera dans quelques secondes, minutes, heures. Donc ça, je dirais, c'est la base. Et effectivement, après, il faut caractériser le satellite ou l'identifier et le caractériser. Et là, on peut parler de signature radar, de signature électromagnétique, de signature optique. On peut faire beaucoup de choses. Et quels sont vos clients à terme? J'imagine que vous avez déjà fait des business plans. Qui pourraient être intéressés par votre technologie? Alors nous, on vend d'abord des data, ce qu'on appelle data, c'est-à-dire les mesures faites par nos radars. Et ça intéresse des clients qui sont capables de traiter ces données, qui ont déjà des solutions logicielles pour ça. C'est principalement des ministères de la Défense ou des agences spatiales, ou le consortium EUSST, qui est un consortium européen pour la surveillance de l'espace. On a d'autre part des services plus élaborés pour des clients commerciaux qui ne seront pas intéressés par la data, mais plutôt par des services de collision, prévision de collision très réactive, très fine, très précise. C'est-à-dire que là, vous allez leur dire, écoutez, tout va bien, ou faites attention parce que à telle échéance, il peut y avoir une possibilité de collision entre 2 satellites, des choses comme ça? Enfin, je schématise. Non, c'est ça. Alors, il y a déjà des services qui existent, si vous voulez, mais qui ne sont pas des services sur mesure. Parce que quand vous êtes opérateur spatial, vous allez être prévenu d'un risque de collision, mais vous ne savez pas quelle est la précision de ce risque, vous ne savez pas quel est le taux de faux positifs, ce qu'on appelle les faux positifs, et il y en a beaucoup. Et donc, vous ne savez pas si vous devez prendre la décision de bouger ou pas votre satellite pour éviter ce risque, et si vous le bougez, comment le bouger pour ne pas générer un risque secondaire. Donc, nous, on va apporter de la précision, on va apporter de la réactivité, et on va apporter beaucoup d'intelligence de façon à ce
ce que l'opérateur spatial prenne la bonne décision, ça va économiser la vie de son satellite et ça va sans doute économiser beaucoup de ressources derrière. Il y a beaucoup de boîtes qui font ce que vous faites au niveau mondial aujourd'hui. Alors au niveau mondial, il y a un certain nombre de boîtes qui font ce qu'on fait, évidemment. En Europe, il y en a un certain nombre. Avec la même technologie avec Alors là, c'est là notre grande différence. C'est comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il y a 2 sociétés au monde qui ont développé un radar de ce type-là. Il y a une société américaine et la seule autre société au monde qui fait ça en Europe et dans le monde, c'est nous en Europe. Voilà. Top. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Michel Friedling, donc fondateur de Lookup. Et j'imagine que ce salon vous permet aussi de faire des démonstrations de votre technologie pour essayer de trouver de nouveaux clients aussi. Oui. Alors, ce salon pour nous est une vitrine importante. On a effectivement beaucoup de rendez-vous avec des délégations étrangères, davantage qu'avec des opérateurs commerciaux, parce que c'est plutôt des délégations gouvernementales, institutionnelles qui viennent. Mais c'est aussi pour nous l'occasion d'annoncer un tour de table très important, puisqu'on boucle un tour de table de 50 millions d'euros en série A aujourd'hui, comprenant du capital, mais la dette bancaire et du financement de l'Union européenne non dilutif. Et ça va nous permettre de développer nos solutions pour les 2-3 années qui viennent. Eh bien, merci d'être passé par le plateau de Tech & Co pour nous présenter Lookup. Merci beaucoup, Michel Friedling. Merci. Et tout de suite, nous allons découvrir l'avion du futur avec un porte-parole de chez Airbus qui me rejoint. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business depuis le Bourget pour ce Paris Air Show. Merci d'être là et j'espère que tout comme nous, vous passez un bon moment. Je vous propose maintenant d'imaginer et de se projeter dans le futur. Et à quoi va ressembler, l'avion du futur chez Airbus? Les avions du futur, on en parle avec mon invité Bruno Fichefeu qui est avec nous. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Vous êtes responsable des projets d'avions du futur chez Airbus. En fait, vous avez occupé plusieurs postes clés chez Airbus ces dernières années. Vous étiez même, on va dire, au niveau de la défense et de l'espace chez Airbus. C'est intéressant le futur de l'avion parce que ça fait toujours rêver. On se dit quels sont les enjeux pour un industriel comme Airbus. Première question, j'imagine, c'est toujours la décarbonation. Ça, c'est l'objectif premier. C'est notre objectif principal pour les prochaines générations d'avions, effectivement. Comment décarboner l'aviation de demain? Et c'est un objectif qui va toujours de pair avec un modèle économique pour les compagnies aériennes. Un avion qui consomme moins et un avion qui émet moins est un avion aussi qui économiquement est plus attractif pour les compagnies aériennes. Tout le monde y gagne parce qu'on peut imaginer que les prix des billets d'avion baisseraient si les coûts de fonctionnement seraient moins élevés. Enfin, on peut rêver de ça aussi. Effectivement, ce sera toujours aussi une question du coût de l'énergie. Il faut trouver la bonne équation. Alors j'imagine que vous travaillez beaucoup là-dessus. Alors il y a les carburants verts qui petit à petit arrivent dans les compagnies aériennes. Et la prochaine étape, c'est l'hydrogène. Alors vous avez annoncé récemment que votre programme d'hydrogène prenait du temps, allait prendre plus de temps que prévu. C'est compliqué en fait de mettre tout en ordre pour imaginer un avion qui pourrait fonctionner à l'hydrogène avec une pile à combustible, puisque c'est ça l'idée. Exactement. Alors sur l'hydrogène, c'est un avion à hydrogène, il va devoir s'appuyer sur 2 jambes. Le premier, c'est un produit avec des technologies qu'on est capable de maîtriser. Et ça, c'est ce que nous, chez Airbus, nous efforçons de faire. La deuxième jambe, c'est un marché dans lequel il puisse opérer. Et sur cette partie du marché, il faut qu'il y ait un approvisionnement d'hydrogène dans les aéroports à des prix raisonnables qui permettent du coup aux compagnies aériennes d'opérer ce type d'avion. Et donc, c'est sur ces 2 jambes qu'on doit s'appuyer. Aujourd'hui, on voit que cet écosystème, ce marché, ne sera pas prêt dans les délais qu'on avait prévus. Donc on voit un retard de 5 à 10 ans. Et ce retard, nous, on l'utilise pour améliorer les technologies sur cet avion. Parce que l'idée, c'est que, effectivement, vous avez raison, si vous fabriquez des avions à hydrogène, il faut que quand ils puissent atterrir quelque part dans un aéroport, il y ait la structure nécessaire pour qu'ils puissent faire le plein. On est d'accord. Et ça, c'est un travail titanesque, en fait. C'est un travail énorme sur lequel, pas uniquement les avionneurs, mais les aéroports, les énergéticiens, l'infrastructure, il faut des pipelines pour pouvoir apporter cet hydrogène. Il faut aussi un environnement régulatif, comme on opère un hydrogène. Mais est-ce qu'on a déjà appuyé sur le bouton on? Est-ce que déjà tout ça, alors même si ça prend 10 ans, 15 ans, est-ce qu'il y a une volonté globale de se lancer dans ce marché-là? L'avantage de la technologie hydrogène, c'est qu'elle ne sera pas uniquement utilisée dans l'aviation. Et donc on peut s'appuyer aussi sur la montée en puissance de ce marché
pour la mobilité, que ce soit le transport maritime, les camions, mais aussi la décarbonation d'autres secteurs, l'industrie de métallurgie, les engrais. Donc c'est de multiples secteurs qui vont l'utiliser. Vous bénéficieriez de cette distribution en fait, d'hydrogène parce que en fait, ça va être vertueux pour d'autres secteurs, c'est ça en fait. Exactement. Et donc il faut s'appuyer sur cette dynamique de marché avec d'autres secteurs. Et c'est pour ça qu'on travaille en écosystème, en partenariat. En France, par exemple, on a un partenariat avec l'aéroport de Paris, avec Air Liquide, pour pouvoir justement voir comment approvisionner un hub aéroportuaire comme Charles de Gaulle en hydrogène. Ça veut dire qu'un avion qui fonctionnerait à l'hydrogène pourra arriver à quelle échéance à votre avis? Alors, l'objectif... Et comment ça va se passer? C'est d'abord des petits avions, après des avions moyens, après des grands avions? Alors c'est tous les enjeux, effectivement, il faut amener cette technologie à maturité. Et aujourd'hui, on a une projection. On souhaitait, côté Airbus, faire un avion de 100 passagers 1000 nautiques, donc c'est l'équivalent de 1800 km, à l'horizon 2035. Maintenant, on acte ce retard du marché de 5 à 10 ans. Donc dans cet horizon, on souhaite introduire le premier avion commercial à hydrogène sur le marché, qui potentiellement commencera à un niveau au-delà de l'avion régional, si on parle de 100 passagers. Mais si on utilise intelligemment les 5 à 10 ans qui sont maintenant devant nous, pourquoi pas aller plus haut? C'est-à-dire que là, tout de suite, la date est beaucoup plus éloignée. C'est-à-dire que ça serait quoi, 2040 ? On peut imaginer. Alors, on ne souhaite pas forcément s'engager sur une date, parce que c'est une question de ces deux jambes, la maturité du marché. Donc on suit le marché de très près. On est un acteur sur des projets de recherche. Mais est-ce que vous essayez de stimuler justement cette distribution de l'hydrogène? On a mis en place des hubs partout dans le monde, comme celui que je viens d'évoquer sur l'aéroport de Paris, dans des aéroports européens, mais aussi asiatiques, américains, pour pouvoir préparer cette dynamique. On travaille sur des plans aussi de recherche au niveau européen. Sur des questions d'infrastructure ou comment faire un ravitaillement d'avions à l'hydrogène au niveau de l'aéroport. Et on travaille avec des organisations régulatives, étatiques, pour pouvoir lancer la machine. Est-ce que ça veut dire que c'est peut-être plus compliqué de distribuer l'hydrogène que de fabriquer un avion à hydrogène? Aujourd'hui, les technologies sont prêtes ou pas? Alors, les deux sont des grands défis technologiques. Les technologies, on a besoin de les mûrir. On est en train de travailler là-dessus. Nous avons aujourd'hui en banc d'essai tout l'ensemble du stockage, la distribution et un système propulsif, un moteur sur base de piles à combustible en banc d'essai en test. Donc, c'est très prometteur. Maintenant, il faut continuer de mûrir cette technologie pour la rendre encore plus performante. Et ça, évidemment, ça prendra quelques années, bien sûr. Quelles sont les autres pistes votre job, c'est l'avion du futur. Vous travaillez sur quelles autres pistes, à part la décarbonation? Alors, la piste majeure, au-delà de l'avion hydrogène qui entrera dans les délais qu'on vient d'évoquer, c'est le successeur du 320, le prochain avion monocouloir. Qui est un succès mondial. Qui est le plus grand marché en termes de trafic aérien dans le monde, qui est le plus grand marché en termes de produits aussi pour Airbus. Et nous sommes aujourd'hui en phase de préparation de son successeur pour une entrée en service dans la deuxième moitié de la prochaine décennie. Donc dans le créneau 2035-2040. Donc ça, c'est plus tôt que l'avion à hydrogène. Et là aussi, il y a des défis technologiques majeurs. Lesquels, par exemple ? Justement, la consommation. Alors, pour revenir à la décarbonation, on le voit, chaque génération de nouvel avion consomme moins d'énergie, est beaucoup plus efficient. Donc là, il y aura aussi des enjeux importants, j'imagine, à ce niveau-là. Effectivement, notre objectif aujourd'hui, qui est un objectif assez ambitieux dans les cycles de l'aviation, c'est d'introduire un avion qui soit 20 à 30% plus efficace en termes de consommation d'énergie. Et pour ça, il nous faut introduire des technologies assez disruptives à bord de cet avion pour pouvoir baisser sa consommation. Et ces 20 à 30%, ils seront combinés aussi avec un avion qui sera 100% compatible avec des carburants durables. Ok. Et c'est quoi les défis donc là? C'est alléger l'avion au maximum, c'est ça? Et puis travailler avec les fabricants de moteurs, j'imagine, de moteurs à réaction. Comment ça se passe? En fait, c'est vraiment une recherche conjointe? C'est un travail conjoint. Il y a différents axes. Il y a un axe moteur, donc la propulsion. Il y a un axe aérodynamique, optimiser la forme de l'avion pour qu'il vole mieux et qu'il consomme moins. Et puis effectivement des enjeux de poids. Sur le moteur, qui est le défi principal, on travaille aujourd'hui notamment avec Safran, avec CFM, sur la recherche d'un moteur de nouvelle génération qui sera de diamètre beaucoup plus élevé, parce que plus la quantité d'air passe autour du moteur, plus le moteur est efficace. Et donc on est en train de réfléchir à des moteurs
non carénés, des moteurs ouverts. L'Open Fan, le projet Rise. Et donc le successeur du 320 pourrait avoir ce type de moteur ? Alors le choix n'est pas encore fait, il faut démontrer la capacité de cette technologie en laboratoire et aussi ultérieurement en vol. Mais nous travaillons activement avec Safran, avec CFM, sur le développement de ce type de moteur. C'est un enjeu technologique majeur. Parce que c'est pour la première fois une approche très très disruptive à la propulsion d'avions monocouloirs. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur ce futur avion par rapport au 320 qui aujourd'hui, vous le disiez, est un super succès commercial ? Alors vous aurez du coup ce nouveau type de moteur, nouveau type de voilure, des ailes beaucoup plus longues, beaucoup plus fines. On s'inspire beaucoup des oiseaux, des albatros pour pouvoir optimiser le vol de l'avion, des matériaux plus légers. Et ensuite, pour le passager, il s'agit aussi de réfléchir à un avion beaucoup plus connecté, beaucoup plus digital. Ce sera aussi un avion beaucoup plus électrique. Il y aura probablement des batteries à bord. On est encore en train de réfléchir à ces choix. Et un avion... Il ne sera pas hybride ? Il sera hybride ou on peut parler d'hybridation là ou pas ? Il y aura ce qu'on appelle un peu de micro-hybridation, donc des batteries à bord qui apporteront de l'énergie potentiellement pour différentes applications, notamment en cabine, pour les passagers, pour la climatisation ou d'autres systèmes. Et puis on veut aussi introduire une nouvelle génération en termes d'autonomie pour assister les pilotes et les équipages au sol pour l'opération de l'avion. Avec toujours des pilotes à l'intérieur. Avec toujours des pilotes à l'intérieur. Oui, parce que c'est intéressant. On parle beaucoup d'IA, justement, qui pourrait parfois se substituer à certaines tâches en fait, du pilote, mais le pilote est toujours indispensable, on est d'accord. Toujours indispensable. Les enjeux d'autonomie sont très axés sur la sûreté en vol. Assister le pilote dans des phases difficiles, tendues de vol, notamment la partie au sol. La phase la plus stressante pour un pilote, c'est souvent le taxi sur l'aéroport. Et donc l'assister avec des systèmes plus autonomes, plus intelligents pour ces phases-là, pour le permettre de se concentrer sur sa tâche de pilotage. Merci beaucoup Bruno pour nous faire rêver sur cet avion du futur que vous réfléchissez chez Airbus. Vous êtes responsable des projets justement d'avions du futur. Merci beaucoup. Merci à vous. Et tout de suite, on va terminer ce Tech & Co avec notre prochain invité. Il s'agit de Florence Robin. On va découvrir l'Imatech avec elle. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, Tech & Co, la quotidienne. Pour terminer cette émission, on va parler encore une fois de décarbonation, qui est l'un des mots maîtres de cette édition du Paris Air Show. Toujours ici au Bourget, bien sûr. Et j'accueille Florence Robin. Bonsoir Florence. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice et présidente de l'Imatech. Vous êtes pionnière dans ce domaine de la décarbonation aéronautique. Vous êtes ingénieure de formation, issue du CEA, du Conservatoire national des arts et métiers. Et vous dirigez donc cette société que vous avez cofondée avec Maxime Dimiglio, exactement. Je parlais tout à l'heure de décarbonation. Vous, votre mission, c'est les batteries. C'est ça ? Vous êtes vraiment concentré là-dessus ? Oui, effectivement. Donc on fait des batteries au lithium pour décarboner l'aviation et c'est des batteries de démarrage des moteurs thermiques de l'aviation actuelle. D'accord. Aujourd'hui, comment démarre un avion et comment vous révolutionnez ce démarrage ? Racontez-nous. Je ne suis pas un spécialiste du démarrage des avions, je vous le dis tout de suite. Pas de problème. Aujourd'hui, les avions, en fait, ils démarrent grâce à des batteries au plomb ou des batteries au nickel-cadmium. C'est des batteries qui sont CMR, donc cancérigènes, mutagènes, réprotoxiques. Et on vient... Un peu comme des voitures, les batteries des voitures ? C'est exactement pareil. Et aujourd'hui, il y a une directive européenne qui demande justement aux États membres de supprimer en fait tout ce qui est plomb et cadmium à cause de la toxicité pour remplacer petit à petit par du lithium. Et le lithium a un autre avantage, c'est également le gain de poids. Mais alors pourquoi ça met autant de temps en fait ? Ça paraît tellement logique. Pourquoi ils ne changent pas ces batteries et pourquoi ils ne mettent pas des batteries au lithium dans les avions ? Eh bien parce qu'il y a la partie certification à réussir. Il faut réussir à certifier des batteries au lithium. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qui était la barrière à l'entrée à ce marché. Il y en a beaucoup qui essayent depuis des années et des années. Et c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a quand même 49 tests de haut niveau, là où il n'y en a que 9 dans l'automobile, par exemple. Et donc, c'est vraiment ça qui a été le gros challenge. Et les dernières années, on l'a passé à peaufiner la batterie pour qu'elle réussisse à passer tout ce qui était tests environnementaux, tests vibration, tests food, tests choc, tests CEM, etc. Donc c'est une foultitude de tests. Et ça, c'est vrai que ça a été
le challenge. Parce que c'est vrai que alors la technologie lithium est quand même assez décriée. Enfin, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des explosions de batteries de téléphone. On voit que les consignes qu'on a dans les avions aujourd'hui sont quand même assez importante justement sur le fait que si on fait tomber un appareil avec une batterie, il faut que ce soit l'hôtesse qui vienne le chercher, etc. etc. C'est pas antinomique le fait de se dire tiens, on va mettre du lithium dans des avions alors qu'on n'est même pas sûr déjà que tout fonctionne avec nos produits du quotidien? Alors il existe beaucoup de chimie de lithium. Aujourd'hui, donc il y a des chimies par exemple LCO ou NMC, donc lithium cobalt oxyde ou NMC c'est nickel manganèse cobalt. Ouais. Ça c'est des chimies qui sont très instables, très dangereuses. Et inflammables à 1200 degrés. Donc ça c'est vraiment très difficile aujourd'hui de mettre ce type de chimie dans un avion par exemple. Mais il existe d'autres chimies. Notamment celles qu'on utilise, donc le lithium fer phosphate, qui sont beaucoup plus stables, qui sont moins bonnes en termes de densité d'énergie, mais qui sont meilleures en termes de densité de puissance. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, pour des applications électriques, aujourd'hui, la chimie, elle n'est pas encore au point, dans le sens où on serait obligé de prendre des chimies très dangereuses et donc difficiles à certifier, alors que pour des applications de démarrage de moteur thermique, là, du coup, c'est vraiment cette chimie qui peut être adaptée, et c'est une chimie qui est très stable, qui a beaucoup moins de risques. Et aujourd'hui, que ce soit le CEA ou même Airbus ou des grands avionneurs, les tests qu'ils ont faits, on est tous tombés d'accord sur le fait qu'effectivement, c'était du lithium fer phosphate qu'il fallait utiliser pour réussir cette transition vers le lithium dans l'aéronautique. Alors, depuis février dernier, vous produisez vos batteries en fait, dans une usine de 1200 m² qui est à Saint-Égrève, c'est dans l'Isère. Ça y est, c'est parti en fait. Alors oui, on est vraiment dans la transition aujourd'hui puisqu'on a terminé le développement. Alors c'est pas tout à fait Saint-Égrève, c'est Vorep, monsieur à côté. Donc on est dans la transition. On a terminé le développement du produit. On a réussi nos certifications. Donc aujourd'hui, on est la première entreprise européenne à avoir réussi les certifications aéronautiques remises par les autorités, donc le HASA. Et donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est prêt. C'est-à-dire qu'on a certifié le produit, on a certifié notre capacité de design, on a certifié notre ligne de production. Et là, on est dans la partie vraiment commercialisation et on va commencer du coup la production et la distribution. Parce que on le voit, un avion, tout est millimétré, tout est pesé, etc., etc. Là, l'idée, c'est de prendre les anciennes batteries et de les remplacer par les nouvelles qui ont la même taille, qui vont s'intégrer très facilement dans cet avion-là, en fait. C'est ça l'idée. Il y a des efforts de standardisation. Oui, alors d'ailleurs on a fait toute une étude pour connaître un petit peu toutes les tailles des autres batteries pour que la nôtre elle se mette en lieu et place dans n'importe quel emplacement. Donc ça a été fait. Aujourd'hui on est super fiers d'annoncer pour la première fois qu'on a réussi donc, les flight tests. Donc c'est les tests en vol sur des Airbus H130. Donc le comité de presse là, il est parti. Donc ça c'est vraiment une très belle étape parce que depuis 2018 donc il y a des Airbus qui volent avec vos batteries. Alors oui, mais en test pour le moment. Voilà. Donc, mais c'est quand même une grande avancée parce qu'on avait fait des ground tests, donc tout ce qui est test au sol. Hein, c'est l'Airbus, vous avez dit lequel? C'est un hélicoptère H130. Ah d'accord, c'est l'hélicoptère, je crois que c'est un avion. Oui, pardon. Oui. Donc voilà, c'est vraiment une grande fierté qu'on a tous d'avoir fait voler pour la première fois nos batteries dans un Airbus hélicoptère. Enfin, c'est magnifique. Et l'idée, c'est après d'équiper alors les hélicos, mais aussi les avions de ligne aussi. C'est les mêmes problématiques? Alors oui, c'est vraiment, nous on est sur toute l'aviation, même ça peut aller jusqu'au drone. Vraiment, oui, on couvre, avec nos certifications, on couvre toute l'aéronautique. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque là en fait? C'est donc tous ces tests, vous avez eu toutes les certifications, ça peut décoller, alors sans mauvais jeu de mots, quand tout ça? Non, en fait, ça ne nous manque pas. Aujourd'hui, on commence l'année prochaine les distributions. Aujourd'hui, on se prépare au scale... À l'industrialisation. À l'industrialisation, exactement. Et vous projetez peut-être même d'installer une usine en Arabie Saoudite, c'est ça? Exactement. Donc, on est parti avec Business France en 2023 en Arabie Saoudite parce qu'ils souhaitaient nous rencontrer. On avait fait un pitch à Station F devant tout un parterre de décideurs saoudiens. Et on a fini premier d'ailleurs ce pitch-là, ce concours, ce qui nous a permis un voyage là-bas. On a rencontré énormément de monde et on a
discuté avec eux toute l'année 2024. On est retourné tout le mois de février. Et aujourd'hui, ça se concrétise. Et regardez les infos parce que là, ça arrive très très vite. Il va y avoir des annonces. Voilà, au Bourget même. Donc, très bien. Bien dans quelques jours. Donc voilà, restez connectés. On va effectivement annoncer un gros partenariat pour construire une usine là-bas. Et bien voilà, on a la moitié d'un scoop finalement. Ce soir dans Tech & Co. Merci beaucoup Florence. Merci à vous. Cofondatrice et présidente. Je peux rajouter une petite chose Mais bien sûr, bien sûr. Suivez-nous sur les réseaux et aussi sur le site internet. Aujourd'hui, on fait une campagne WeSeed de financement pour tous ceux qui veulent nous prêter de l'argent. On leur rend l'argent dans 12 mois avec 11% de taux de rendement. Pas mal. Et vous êtes présente aussi sur TikTok? Sur tous les réseaux. Et bien voilà. Tous les réseaux. Merci Florence. Merci beaucoup. Voilà pour terminer ce Tech & Co la quotidienne avec ce décor incroyable que nous vous proposons depuis le début de cette émission. Si vous êtes avec nous à la télé, c'est vrai que c'est impressionnant de voir tous ces magnifiques avions, tous plus beaux les uns que les autres. Qu'on vous fait découvrir. Et bien voilà, Tech & Co la quotidienne c'est terminé. On se retrouve demain. Et vous savez quoi, la bonne nouvelle c'est que demain nous serons encore ici au Paris Air Show au Bourget pour une émission exceptionnelle avec une multitude d'invités tous plus passionnants les uns que les autres. Replay podcast de cette émission qui vous attend bien évidemment. Et à demain 20h. Tech & Co la quotidienne sur BFM Business.